Groupe SRC. La parole est maintenant à Virginie Duby-Muller qui va s'exprimer pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la presse est considérée dans nos démocraties comme un quatrième pouvoir. Ce rôle s'est d'ailleurs accru ces dernières années, tant les journalistes d'investigation gagnent en audace, en efficacité et en audience, ainsi que le rappelle le rapporteur dans son introduction. Toutefois, avec l'évolution des moyens technologiques, la protection des sources des journalistes de façon fiable a été rendue difficile. Or, dans une société démocratique, les journalistes doivent pouvoir assurer la confidentialité de l'origine de leurs informations. Il s'agit d'un gage indispensable du respect de la liberté d'information. La loi du 4 janvier 2010 relative à la protection des journalistes a apporté un progrès notable en matière de protection des sources des journalistes. On lui doit le principe de la protection du secret des sources, sauf impératif prépondérant d'intérêt public, la définition de la notion d'astreinte au secret des sources et, en cas d'atteinte, la nécessité d'une action strictement nécessaire et proportionnée qui est reprise dans le projet de loi que nous examinons. Force est de reconnaître qu'à l'épreuve des faits, la loi s'est révélée difficile à appliquer, ce qui a occasionné la sortie d'une circulaire et nourri une jurisprudence sur l'esprit de la loi. Ainsi, la circulaire de la Chancellerie du 20 janvier 2010 rappelle l'exigence de proportionnalité entre l'atteinte au secret et l'infraction poursuivie. Des perquisitions visant à découvrir les sources d'un journaliste se justifient par exemple pour des faits de terrorisme et non pour des faits de violation du secret de l'instruction ou du secret professionnel. De même, l'arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2011, lié à l'affaire des Fadettes du Monde, le quotidien ayant publié le résultat d'une perquisition ayant eu lieu chez Madame Bettencourt, a prononcé l'annulation des réquisitions adressées à des opérateurs de téléphonie par le procureur qui cherchait à découvrir les sources de journalistes concernés, jugeant qu'il n'y avait pas d'impératif prépondérant justifiant cette atteinte. On ne peut donc que saluer certaines des avancées de ce texte, notamment l'extension de la protection de la loi aux collaborateurs de rédaction, la restriction des situations justifiant une atteinte au secret des sources, à savoir le risque d'un crime constituant une atteinte grave à la personne ou aux intérêts fondamentaux de la nation. Néanmoins, ce texte comporte une limite de taille, dans la mesure où la protection prévue dans l'article 2 tombe si l'affaire instruite porte atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Cette notion est manifestement trop floue, car la définition de ces intérêts formulée par l'article 410-1 du Code pénal est si large qu'elle couvre une grande partie des centres d'intérêt des journalistes. Par ailleurs, ce texte pour lequel notre commission n'est consultée que pour avis appelle deux questions. L'interdiction de la condamnation d'un journaliste pour délit de recel. Il semble contradictoire de renforcer la protection du secret des sources des journalistes, notamment en restreignant les conditions dans lesquelles une atteinte au secret de leurs sources se justifierait, tout en leur donnant une forme d'impunité par ailleurs. En effet, ils ne pourront plus être condamnés pour recel en cas de publication de documents provenant du secret de l'instruction, du secret professionnel ou d'une atteinte à la vie privée. Le texte justifie cette interdiction en brandissant un unique garde-fou mentionné dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. La condamnation serait interdite tant que la publication visée serait légitimée par l'intérêt général. Or, c'est une notion qui est donc définitivement floue, peu protectrice cette fois du secret de l'instruction ou du secret professionnel. Doit-on comprendre que le secret des sources des journalistes passe avant le secret de l'instruction, le secret professionnel, le respect de la vie privée, et par voie de conséquence que le secret de l'instruction n'a plus de sens? La deuxième question concerne l'entrée du juge des libertés dans le dispositif en cas de procédure pénale. L'étude d'impact insiste sur le fait que subordonner toute enquête et les actes qui lui seraient liés à une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés constituerait une protection maximale. Toutefois, au-delà de cet argument, l'exposé des motifs ne dit rien de l'apport réel de l'entrée du juge des libertés dans le dispositif. Or, on sait qu'elle ne sera pas sans conséquence sur l'avancée des enquêtes. Elle apparaît même contradictoire avec la notion d'efficacité, alors que les enquêtes concernées seront précisément en lien avec le risque d'une atteinte grave de la personne ou aux intérêts fondamentaux de la nation. Pourquoi estime-t-on que le procureur ou le juge d'instruction ne pourrait-il pas respecter la loi, tout simplement au point de justifier l'autorisation d'un juge extérieur de l'enquête? Merci Virginie Duby-Muller qui intervenait pour le groupe